Je te propose, Claude, de débuter tes chroniques par l'international. Eh Et bien, Donald oui. Trump qui menace encore des menaces de l'horrible bonhomme orange. Oui, alors finalement, Donald Trump, c'est finalement un sale gosse fric. Et alors, ceux qui sont pro-Trumpistes, ils vont pas aimer, mais enfin, au bout d'un moment, Donald Trump, il a donc critiqué la Suisse de nouveau en déclarant qu'elle a un déficit commercial de 39 milliards de dollars américains vis-à-vis des États-Unis. Et donc, il a continué à déclarer que je peux effacer ce déficit un trait de plume, mais vous ne serez plus un pays d'élite. Ça, c'était une interview qu'il avait accordée donc à un média qui s'appelle Punchbowl News. Et il s'est plaint encore une fois donc de ce prétendu déficit commercial avec certains pays d'élite. Donc il s'est plaint que ces taux d'intérêt ne soient pas abaissés aux États-Unis, etc. Il s'est dit agacé parce que la Suisse, en fait, finalement, affiche l'un des taux d'intérêt les plus bas du monde. Et il a ajouté, c'est pour ça que je disais que c'était un sale gosse, tout ce que j'ai à faire, c'est dire je ne veux plus de vos mots. Oh, bon, ni aucun de vos produits. Alors si j'avais été journaliste à l'époque, quand il y a eu cette interview, je lui aurais demandé les coucous suisses, vous en voulez un au moins? Coucou, coucou. Non, peut-être pas, je sais pas. Enfin, c'est vraiment un sale gosse quand même. Hein. Euh, alors, à noter quand même que la Suisse applique un droit de douane de 12,5% quand même depuis fin juillet. Donc Washington l'accuse de ne pas en faire assez pour lutter contre des produits issus d'un travail forcé, etc., etc. Bon, bref, c'est du Donald Trump. Là où ça m'inquiète un peu plus, tu vois, Nicolas, c'est que mercredi 5 août 2026, à Las Vegas, et là c'est donc tout à fait récent, Ouais. au cours d'un rassemblement politique, Donald Trump voilà ce qu'il a déclaré in extenso, et là je vais le citer, vraiment sans modifier une parole. Nous prenons beaucoup de pétrole du Venezuela. Des milliards et des milliards de barils de pétrole sortent du Venezuela. C'est l'une des régions les plus fertiles en pétrole au monde. Et comme vous le savez, cela a été une guerre de 48 minutes. Et nous avons remboursé le coût de la guerre de nombreuses fois avec ce que nous en avons retiré. Où avez-vous déjà entendu ça? Vous ne l'aviez jamais entendu avant. C'est à l'ancienne, n'est-ce pas? À l'ancienne. Le butin de guerre revient au vainqueur, pas vrai? Et nous faisons la même chose, soit dit en passant, dans la belle République islamique d'Iran. Nous sommes en train de leur rentrer dedans. Et voilà sa déclaration mercredi 5 août 2026. Là, on ne peut pas être plus clair. Non. Je ne sais pas ce que tu en penses, Nicolas. Mais il est d'une on peut vraiment pas brutalité, le Yankee est d'une brutalité incroyable. Il montre le pouvoir nu. Alors ceci dit, c'est vrai que par rapport à ses prédécesseurs, il est beaucoup moins hypocrite et il montre les choses telles qu'il les pratique, avec la violence, la brutalité. Il est dans une espèce de stupidité sénile qui est toujours en plus d'aller rechercher l'intérêt de l'Amérique. C'est à peu près le seul élément sur lequel il est sincère, je pense, pour le coup. C'est-à-dire qu'il est mais prêt à tout pour favoriser les intérêts américains. C'est pour ça que toutes les théories sur le fait qu'il y avait une doctrine de sécurité modifiée chez Trump ne valent pas une clopinette. On sent bien que c'est la loi du plus fort, c'est la loi de la jungle appliquée au monde entier, et tout ce qu'il peut dominer, il le domine. Sauf qu'aujourd'hui, le gros problème de ce genre de procédé, c'est que cela se heurte à la résistance farouche de pays comme l'Iran ou la Russie. Et ça, il ne l'avait pas vu venir, l'horrible bonhomme orange. C'est vrai. Et c'est tant mieux d'ailleurs qu'il y ait de la résistance, parce qu'on voit bien quand même que les USA, depuis leur création, et c'est vraiment ça, c'est quand même du pillage organisé, c'est du contrôle de la planète, c'est des guerres incessantes, c'est de la piraterie. Voilà, c'est de la piraterie. Depuis que ce pays est né, ce n'est que de la piraterie au fil des années.
Et Donald Trump ou pas, eh bien, les politiciens, l'État profond américain continue de toute façon à appliquer cette seule et unique politique. L'Amérique d'abord et le reste de la planète, on s'en fout, on est là pour la piller. C'est quand même terrible, quoi. Je n'ai aucune confiance dans le système politique américain. Je n'ai jamais eu confiance d'ailleurs en eux. Et je n'aurai jamais confiance en eux, peu importe le président. C'est fou, hein, quand même. Hein. On remercie Ça m'a scotché, Christian quand même, cette Roll. déclaration. On remercie Christian Roll pour son don de 10 €. La suite, Claude, je t'en prie. Eh bien, la suite, je partais un peu sur le Royaume-Uni, vers le Royaume-Uni, à Birmingham, où c'est la police islamisée. Alors, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que c'est? Donc, une directive de la police des Midlands, donc des Midlands de l'Ouest, donc à Birmingham, conseille aux policiers de respecter le jeûne du Ramadan, quelles que soient leurs convictions religieuses. Alors là, j'ai dit quand même, bon, c'est une initiative soutenue par l'Association nationale, hein, c'est pas mal, c'est soutenu par l'Association nationale des policiers musulmans et ça vise à aider les agents à mieux comprendre l'importance du Ramadan pour leurs collègues musulmans, tout en favorisant aussi une culture de travail plus inclusive. Alors bon, j'ai dit, décidément. Alors, tout le monde bouffe déjà halal, ils mangent déjà tous halal, alors ils peuvent bien faire le Ramadan en plus. Non, mais c'est quand même surprenant, quand même. Tu te dis, mais on croirait, mais non. Qu'est-ce qui est devenu ce pays? Les directives. Ah oui, c'est fou. Le Royaume-Uni, ils sont pas bien. Hein. Les directives rappellent que des aménagements d'horaire sont proposés aux policiers musulmans durant le Ramadan, leur permettant de passer plus de temps avec leur famille. Pourquoi pas, mais bon, faut pas en rajouter derrière, quoi. C'est fou quand même. Alors, c'est quand même une région qui compte environ 570 000 musulmans. Il est important que la police comprenne la signification du Ramadan pour la communauté locale. Et l'actuel maire de Birmingham est un Pakistanais qui répond au nom de Zakir Choudhury, dont la cérémonie d'investiture a été marquée par une prière coranique proclamée par un imam. Alors, moi, j'ai rien contre les musulmans, qu'on se méprenne pas sur mes propos. Mais là, quand ça commence à devenir une ingérence dans la vie publique et communautaire d'un pays qui essentiellement ne l'est pas à la base musulman, là quand même, faut arrêter de pousser, quoi. Là, ça devient inconcevable. Mais a priori, ça passe crème à Birmingham, puisque, d'après cette association de police. Après, je ne sais pas ce qu'en pense chaque policier de Birmingham. Ça resterait à prouver et à enquêter, mais c'est un peu loin pour aller faire un micro-trottoir. Incroyable. Ouais. Mais vrai. Bien. Allemagne. Alors, Allemagne, voilà. De l'Angleterre, nous passons à l'Allemagne. Et à l'Allemagne, ça m'a fait sourire aussi. Un article m'a fait sourire. Les pénuries d'eau pourraient être causées par les politiques contre les pénuries d'eau. Alors j'ai dit, tiens, mais qu'est-ce que c'est que ce BINS, entre guillemets? Et à Munich, donc, un arrêté général temporaire visant à économiser l'eau est en vigueur depuis le 15 juillet, sous peine de lourdes amendes. Donc entre 9h et 19h, les restrictions s'appliquent, notamment concernant le remplissage des piscines, l'arrosage des jardins et l'utilisation des points d'eau privés. Déjà, ça m'a alerté parce que si tu fais des restrictions pour pénurie d'eau, pourquoi autoriser de remplissage des piscines et autres la nuit, puisque là, les restrictions s'appliquent entre 9h et 19h. Donc, tu comprends pas bien. Tu te dis la nuit, ça veut dire que la nuit, il n'y a pas de problème d'eau, d'approvisionnement d'eau. Tu comprends pas tout. Mais bon, passons. Et effectivement, quand tu commences à piocher le sujet, tu t'aperçois que c'est quand même assez incompréhensible. Donc, il semblerait que ces restrictions ne visent pas à protéger les ressources en eau souterraine supposément rares, parce qu'a priori elles ne le seraient pas, mais plutôt des infrastructures obsolètes. Ah, alors là, ça devient encore plus intéressant.
Donc, et là, les amendes, quand même, si il y a un contrevenant qui, entre 9h et 19h, voulait, je sais pas moi, arroser ses plantes, les amendes à Munich peuvent se monter jusqu'à 50 000 euros. Donc, c'est effectivement, c'est dissuasif, quoi. Donc, ce qui est un peu fou, c'est que c'est un arrêté général qui a été pris par le maire de Munich, Dominique Rose, qui est du Parti des Verts, encore des escrologues en poste. Et donc, il continue sur ces déclarations précédentes et il enfonce le clou qu'après un hiver et un printemps exceptionnellement secs, les ressources en eau de Munich sont actuellement soumises à une pression extrême. Donc, il exhorte tous les Munichois et les Munichoises à respecter les règles afin que les niveaux de nappe phréatique puissent se reconstituer, etc., etc. Sauf que, après enquête donc de journalistes là-bas qui se sont montrés quand même un peu fouineurs, et c'est tant mieux, eh bien, c'est pas du tout ça le problème. Le problème, le niveau des nappes phréatiques est toujours dans la moyenne d'ailleurs, et il n'y a aucun problème de pénurie d'eau. Mais le véritable problème, c'est les infrastructures d'approvisionnement en eau qui sont dégradées. Et ça fait plus de 20 ans que la mairie le sait et que rien n'a été fait par la mairie locale, donc, et les communautés de communes, je suppose, si les communes là-bas sont regroupées comme les nôtres en communautés de communes. Et en réalité, la sécheresse n'est pas du tout la cause du problème, mais bien des infrastructures de ravitaillement en eau potable qui sont obsolètes et qui n'ont jamais été entretenues ni évidemment réparées. Donc, la sécheresse n'est pas la cause du problème, mais elle est agitée comme étant la cause du problème par un maire qui ment comme il respire, donc, et qui est évidemment tête de file là-bas du Parti des Verts. On croirait, n'est-ce pas? Je suis quand même, des fois, je me dis, waouh, quand même. Bien. La Russie, les sanctions, ça marche, nous écris-tu, c'est-à-dire? Oui, c'est amusant parce que si tu veux, le premier avion de série MC 21-310 a effectué son vol inaugural après une série d'essais menés par 4 appareils de développement. Alors, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que c'est? Et c'est une chaîne de production qui s'appelle Yakovlev d'Irkoutsk. Et elle est prête, cette chaîne de production, à fabriquer un premier lot de 18 avions pour la compagnie aérienne Aeroflot, avant de se lancer dans une commande de 200 appareils. Donc, l'originalité de cet avion, c'est un Boeing, c'est qu'il est entièrement russe. Ça veut dire que les sanctions ont obligé les Russes, en fait, à fabriquer eux-mêmes des centaines de composants. Le moteur produit en série depuis février, donc intègre 16 nouvelles solutions technologiques. Et donc, cet avion est 100% russe et se passera donc des pièces étrangères, notamment en provenance des États-Unis ou d'ailleurs, et ça va devenir un concurrent sérieux de l'Airbus A320 et du Boeing 737. Comme quoi, tu vois, les sanctions contre la Russie, ça fonctionne. Oui. Eh ben, dis donc. C'est pitoyable, hein, quand même. C'est assez pitoyable, quand même. Allez, quand même. T'as fini avec l'international? Ouais, j'ai fini avec l'international. On peut passer à la France. Tu as déjà évoqué, d'ailleurs... très vite, tu peux le développer. Très vite. Voilà, que la pitoyable déesse du perchoir, donc Yael Braun-Pivet, qui effectivement avait nourri et nourrit peut-être toujours beaucoup d'intérêt pour ses propres gallinacés. On avait beaucoup évoqué cela, toi et moi, lors de revues de presse dans les matinales. C'était l'été dernier. Elle entend rester dans l'histoire. C'était l'été dernier, puisque l'été, c'était le Canard enchaîné qui avait diffusé l'information comme quoi elle avait demandé aux gardes mobiles et forces de CRS qui gardaient sa demeure au Vésinet, de bien vouloir nourrir les fameuses gallinacées pendant son absence en vacances. C'est ça. Elle n'a pas réitéré cette fois-ci au mois d'août, j'en ai pas entendu parler. On n'en a pas entendu parler en tout cas. C'est terrible. Alors, elle veut faire comme François Mitterrand. Elle veut rester dans l'histoire. François Mitterrand est resté dans l'histoire en nous mettant cette pyramide de verre en plein centre du Louvre, comme chacun le sait. Et là, elle veut absolument nous
nous faire ériger donc une espèce de verrue. Je ne sais pas comment appeler ça, attenante au Palais Bourbon, pour un coût, effectivement, tu l'as souligné, de plus de 53 millions d'euros. Alors, j'ai regardé l'image en projection de ce projet. Mon Dieu, mais c'est terrible, là. Ça ressemble à rien. C'est informe, il y a des tubes de verre. En plus, si c'est pour une cafétéria, une boutique, ils ont intérêt à la climatiser parce que sinon, ça va devenir infernal avec la chaleur là-dedans. Il va faire 35 degrés. Donc, c'est fou quand même. Hein. Donc, la démolition quand même d'un bâtiment qui est ancien pour faire place à, c'est ça, c'est une verrue moderne. Et alors que, en fait, elle a mené ce projet en plus grand secret puisqu'elle a proposé donc cet architecte qui a été désigné dans le plus grand secret, et ça remonte déjà au 25 juin 2024. Soit, ça commence à dater un peu, donc elle a fait passer crème ce lauréat-là, parce qu'évidemment il y a eu un appel un peu à projet, alors qu'il y a d'autres architectes qui avaient soumis des projets très très bien, mais évidemment le projet le plus laid et le plus affreux a été retenu. Aux grandes dames d'ailleurs quand même cette fois-ci de l'UNESCO, puisque l'Assemblée nationale est quand même classée au site patrimonial remarquable. Donc voilà, il y a Yael Braun-Pivet dans toute sa splendeur, absolument laisser son empreinte. Alors là, c'est quand même beaucoup plus grave que les gallinacés. Mais c'est effectivement, et comme tu avais raison de le souligner, ça arrive juste avant très peu de temps avant, donc ça risque de se concrétiser avant l'élection présidentielle, donc l'année prochaine. C'est terrible. Hein. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose là-dessus, mais... Non, c'est toujours cette espèce de... Les élus, les pseudo-élus, en fait, ne tiennent plus compte des processus électoraux. C'est comme, ce sont des rentiers du pouvoir. Ils ont le pouvoir par rente de situation. Et donc, et ça, celui qui a initié ça, c'est évidemment Macron, disons qu'il l'a porté à un octave supérieur à ce que c'était déjà précédemment, en disant j'y suis, j'irai, je suis président, et jusqu'au dernier jour, je vais changer, je vais... D'ailleurs, le dernier jour, je ne sais pas quand ça sera, et jusqu'au dernier jour, eh bien, je vais nommer tel ou tel à tel ou tel poste de responsabilité. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucun respect en disant, bon, je termine mon mandat, il va y avoir une nouvelle majorité au Parlement, à l'Assemblée nationale, attendons de voir ce que ce que voudront les nouveaux dirigeants. Et puis si c'est moi à nouveau, eh bien à ce moment-là, je pourrais engager ce type de chantier. Mais là, non. On a affaire à quelqu'un qui est là, elle est là par décret royal ou divin, et elle fait ce qu'elle veut. Voilà. C'est ça. Finalement, mais oui, mais c'est une république, soi-disant une république démocratique, à ma foi. Eh bien, terrible. Alors, pour continuer avec la France, puisque j'ai quelques sujets là dans le sud-ouest, là, ouais. Ah oui, pardon. Dans le sud-ouest, oui, c'est intéressant. La justice exige la destruction de réserves d'eau. Alors là, c'est totalement ubuesque. Il y a des réserves d'eau qui ont été créées donc en 2010. Il y a 4 bassines qui ont été créées, creusées pour 5,6 quand même millions d'euros, dont 63%, il faut quand même le souligner, d'argent public quand même. Hein, c'est pas rien. Donc avec notre argent. Hein. Et là, ces bassines qui ont été donc créées par l'État vont être détruites pour cette fois-ci 10 millions d'euros, c'est-à-dire creusées pour 5,6 millions d'euros et détruites pour un coût d'un chantier de 10 millions d'euros. Donc le tribunal administratif de Poitiers, puisque c'est dans cette région, a tranché récemment le 23 juillet. Donc, ça, c'est complètement fou. L'État autorise, subventionne, puis démolit. En fait, tout est parti en 2010 de 9 agriculteurs regroupés en association syndicale qui s'appelle
autorisés. Et d'ailleurs, le mot est dans le nom. Hein. Leur association, c'est l'association syndicale autorisée. Ils avaient achevé la construction de 4 réserves. Enfin, ils avaient déposé un projet là-dessus de 4 réserves pour irriguer 850 hectares. Donc, ça a été autorisé par la préfecture quand même à l'époque. Donc, financé, comme je l'ai dit, à 63% de fonds publics. Et en 2018, le préfet leur a demandé de régulariser et leur a prescrit au passage des mesures pour garantir un niveau d'eau constant. Et là, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, si ça n'a pas été suivi, des faits, etc., etc. Donc, en 2023, le Conseil d'État a jugé les ouvrages illégaux surdimensionnés par rapport à la ressource. Et en 2006, eh bien, la démolition est ordonnée. Donc, en fait, c'est complètement fou. Il y a eu donc 10 millions d'euros pour faire un trou et il y aura 10 millions d'euros pour faire disparaître le fameux trou. Et au bout de 20 ans, il y aura toujours le même champ. D'ailleurs, il y aura toujours le même paysage. Et tu te dis, là, on marche quand même vraiment bien sur la tête. Quand même. C'est incroyable. Ça vaut. Incroyable, hein, quand même. Hein. Incroyable. Il n'y a pas d'eau, c'est la sécheresse, on détruit les bassines d'eau. Et tout ça dans une logique écolo dingo. Voilà. Ah, ça, oui. Alors là, j'aimerais bien qu'un écologiste m'explique d'ailleurs que l'État crée des réserves d'eau puis les détruit. J'aimerais bien qu'on m'explique le principe écologique. J'ai pas tout capté. Mais bon, peut-être qu'il n'y a rien à capter. Enfin, Mathieu bon. Pigasse. Donc voilà, c'était le Sud-Ouest. Alors Mathieu Pigasse, oui, je m'intéresse en ce moment un peu à Mathieu Pigasse, ce banquier d'affaires que je pense beaucoup de nos amis internautes connaissent, hein, bien sûr, qui est au cœur quand même de la bataille culturelle pour 2027. Donc Mathieu Pigasse, depuis 15 ans, il s'est imposé comme une figure singulière à la croisée de la finance, des médias et du débat politique français. Alors ça, c'est la carte postale un peu flatteuse, hein, mais derrière cette carte postale se cache une réalité un peu plus brutale quand même. Pour rappel, quand même, 2009, Mathieu Pigasse était vice-président de la Banque Lazare, tout en déclarant à qui voulait bien l'entendre, et là je vais le citer, je cite ses propos, il vomissait le bourgeois. Chic, Mathieu Pigasse. Mathieu Pigasse, il à cette époque n'arrivait pas à rentrer en politique, ça le chagrinait beaucoup, on est en 2009. Donc, après Lazare, après avoir quitté la Banque Lazare, il a donc il a créé ou participé à Centerviews Partners. C'est une institution qui spécialise des grandes opérations de fusion-acquisition. Et il a conseillé des États, d'ailleurs, et des groupes internationaux. Et il a construit une certaine fortune et des carnets d'adresses un peu partout dans le monde. Voilà. Donc, le problème, c'est qu'il n'a jamais digéré son échec d'entrée en politique. Et ça ne l'a pas empêché de rebondir. Alors, il est quand même utile à ce stade de rappeler qu'il s'est associé à un certain milliardaire tchèque qui s'appelle Daniel Kretinsky, qui, lui, dans le secteur des médias en France, a beaucoup investi, notamment à travers la holding Le Monde Libre et avec beaucoup de prises de participation. Alors, et il avait effectivement, cette holding détient, comme son nom l'indique, le quotidien Le Monde. Donc, les deux hommes, donc Kretinsky et Pigasse, ont mené de concert donc pas mal d'opérations financières et des négociations d'investissement dans la presse. D'ailleurs autour du groupe espagnol qui s'appelle Prisa. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut rappeler un peu qui est vraiment Kretinsky, Daniel Kretinsky. C'est quand même un homme très influent. Il est premier actionnaire des distributeurs en France de Casino de la Fnac, de Darty. Il est également propriétaire d'Editis et des hebdomadaires donc comme Elle et Marianne. Il est devenu quand même troisième actionnaire, tiens-toi bien Nicolas, de Total Energy avec 4,1% du capital, derrière les salariés qui eux sont à 8,9% et le fonds d'investissement américain BlackRock, évidemment, qui est à 6,7%. Kretinsky, donc, après des études en France, il entame une carrière en tant qu'avocat. Il s'est lancé ensuite dans le secteur de l'énergie, à la tête du groupe tchèque, donc Energetiki. Je vous passe le reste parce que c'est un peu compliqué le tchèque pour moi. Il construit sa fortune en rachetant d'importantes mines et centrales de charbon.
Il est décrit en 2020 par un de ses associés, Mathieu Pigasse, comme étant un démocrate farouche, libéral et pro-OTAN. Et c'est vraiment ce qu'il est. Donc, il s'est développé aussi dans d'autres secteurs de médias en France. Donc, elle, je l'ai dit, mais aussi Télé 7 jours, France Dimanche, Ici Paris, Uzbek Erika et Franc-Tireur. Il est derrière Franc-Tireur. Franc-Tireur, je n'ai pas besoin de le rappeler, nous avons Forest derrière. Donc, ça, nous connaissons l'oiseau. Donc, il a été mouillé un peu dans les affaires de Panama et Paradise Papers parce qu'il avait une détention d'une société basée dans un paradis fiscal des îles Vierges britanniques. Donc, mais on va en venir maintenant. Voilà, ça c'est Kretinsky. On revient à Pigasse. Donc, banquier d'affaires de premier plan, et il assume désormais ouvertement son ambition de peser le plus possible sur les présidentielles de 2027. Et là, ça devient très intéressant, en misant sur un écosystème médiatique qu'il a quand même patiemment construit. Donc là, c'est de l'état profond dans toute sa splendeur. C'est pour ça que je m'intéresse pas mal à Pigasse, parce que les élections présidentielles 2027, c'est demain quand même. Et son offensive pose une question centrale d'ailleurs, mais quel pluralisme pour les médias français à l'approche de 2027 ? Il n'y en a pas. De toute façon, le pluralisme, on connaît les médias français. Au niveau du pluralisme d'information, ça n'existe pas. À noter quand même que Pigasse contrôle aussi le magazine Les Incorruptibles, Radio Nova, une radio très à gauche, bobo à gauche, et le festival Rock en scène. C'est lui qui est derrière aussi. Et il se positionne aussi dans la production audiovisuelle avec Media One, cofondé en 2015. Donc, il a été un acteur clé de la recapitalisation du Monde en 2010 aux côtés de Xavier Niel et de Pierre Berger, avant de réduire sa participation au profit de Niel en 2022. Donc, il mène une bataille culturelle assumée. Il ne cache pas sa dimension politique au niveau de son engagement. Au micro de France Inter en janvier de cette année, il a expliqué vouloir peser le plus possible donc, sur la présidentielle de 2027, sans exclure, et je le cite, explicitement une candidature. Il a déclaré au Figaro, « Je n'exclus jamais rien ». Donc, il revendique un affrontement frontal avec le Rassemblement national qu'il décrit comme un enjeu central de son action en insistant sur la nécessité d'une gauche unie et fidèle à ses valeurs. Le nom même de son groupe Combat se veut le symbole de cette confrontation, notamment face aux médias détenus par le milliardaire Bolloré comme CNews, Europe 1 ou le JDD. Voilà un peu Mathieu Pigasse pour 2027, donc c'est vraiment à surveiller. Et alors, pour en finir avec lui, ce qui est intéressant, c'est qu'il vient de décrocher, comme quoi ça sert les carnets d'adresse, il vient de décrocher, tenez-vous bien, amis internautes, et tiens-toi bien Nicolas, un contrat exceptionnel, qui fait polémique d'ailleurs, pour restructurer la dette du Venezuela. Intéressant. Donc, il a été sélectionné par Caracas pour négocier la restructuration de l'immense dette vénézuélienne. Le rôle de Washington dans cette affaire a ouvert donc une certaine polémique. Et donc, ça date du 11 février 2026. C'est passé un peu inaperçu, parce que là, j'avoue, on ne peut pas être partout quelquefois. Il y a des infos qui passent comme ça, on ne sait pas. Donc, Pigasse descend à un certain hôtel à Caracas pour offrir ses services donc, au gouvernement vénézuélien. Il a croisé Thomas Lambert, son concurrent de la Banque Lazare, qui espérait, lui, à l'époque, aussi décrocher le contrat. Donc, les deux hommes, évidemment, se sont ignorés royalement dans l'hôtel prestigieux de Caracas. Et quelques semaines plus tard, ils se sont retrouvés dans les couloirs de l'hôtel avec une pression maximale, parce qu'il ne restait plus que quelques jours avant que le pays, dirigé par Delcy Rodriguez, il est toujours bon de le rappeler, choisisse Mathieu Pigasse pour la restructuration de la dette donc, du Venezuela avec ses créanciers. Donc, il a décroché le gros lot. Un coup de maître, quand même, parce que le contrat a été discuté aussi par d'autres banquiers sévissant sur la planète, banquiers d'affaires, bien évidemment. Donc, les montants en jeu, eh bien, en général, les banquiers d'affaires, quand ils restructurent comme ça la dette d'un pays, peuvent toucher une commission généralement comprise entre 10 et 20 millions d'euros pour ce genre de dossier. C'est pas mal déjà. Les dettes du Venezuela, ça se situe entre 170 milliards de dollars et ça pourrait monter jusqu'à 200 milliards de dollars.
Donc la restructuration fera de nous de nombreux perdants, bien entendu, au premier rang duquel la Chine, la Russie, évidemment, et certaines compagnies pétrolières au plus grand bénéfice des Américains, comme d'habitude. Voilà, c'était intéressant de parler un peu de ce banquier d'affaires Mathieu Pigasse. Tout à fait, tout à fait. Allez, on reste en France, ou plutôt, oui, sur le football français, et Zinedine Zidane. Zizou. Zizou, j'aime bien le personnage, mais de toute façon, lui n'est pas en cause. Mais le salaire record, il n'est pas touché, parce que c'est de plus en plus d'actualité. Ça pourrait aller jusqu'à 450 000 € par mois. Et là, je me dis, c'est indécent quand même. Donc, la Fédération française de football a officialisé son arrivée le 28 juillet, donc ça y est. Et le salaire, eh bien, ce serait quand même du 300 000 € par mois hors prime. Et avec les primes, bien les bonus, etc., divers et variés, ça pourrait dépasser les 450 000 € mensuels. Donc, c'est indécent. Je trouve ça. On peut être très bon dans la vie et valoir de l'argent. Enfin, à ce point-là, quand je vois qu'en France, il y a des gens qui s'échinent pour un SMIC d'à peine 1 200 € par mois, toucher 450 000 € par mois, c'est une honte absolue. On va me dire oui, c'est libéral, blablabla. Bla. Moi, je n'accepte absolument pas ce genre de décalage. C'est ce décalage indécent qui me révulse, en fait. Qu'il soit bien payé, ok, je comprends. Mais à ce stade-là, c'est plus être bien payé. Voilà, c'est indécent. Désolé, hein, pour les amateurs. Venant d'un sélectionneur dont on sait qu'à part quelques matchs de temps en temps, il a strictement rien à faire. Hein. Oui. Distribuer peut-être comme son prédécesseur, récupérer les pièces jaunes avec Jean Brigitte. Oui, c'est ça. Non, c'est indécent. C'est du grand n'importe quoi. C'est franchement se moquer des bas salaires, c'est se moquer des gens qui triment, quoi. Et là, je ne suis absolument pas d'accord. Mais bon, c'est la valse des millions d'euros. Et puisqu'on en est à la valse des millions d'euros, eh bien, la France débloque, et ça me révulse aussi, 260 millions d'euros pour des projets d'éoliens flottants. Alors là, pareil aussi. Je pensais qu'on en avait un peu fini avec ces projets d'éolien. Pas du tout. L'État français vient de débloquer 260 millions d'euros donc pour des projets d'éolien dans 5 ports français. Les ports de Cherbourg, Brest, Nantes, Saint-Nazaire, Port-la-Nouvelle et Marseille-Fos pour un montant d'aide d'à peu près donc 260 millions d'euros, comme je viens de l'évoquer. Les investissements devraient atteindre en plus 1 milliard d'euros, donc ça ne va pas s'arrêter à 260 millions d'euros. Et ces subventions sont accordées dans le cadre du programme d'investissement en France 2030. Ils doivent soutenir les ports dans les financements de leurs infrastructures en plus pour développer cet éolien. C'est du grand n'importe quoi, donc évidemment ça va faire marcher le BTP, mais à côté de ça, on va produire de l'énergie qui ne sert strictement à rien parce que l'énergie, on en a déjà beaucoup et produite à bas coût par les centrales nucléaires, mais il faut absolument, bien entendu, continuer à favoriser des sociétés privées et des projets d'éoliens où on le sait, où c'est déjà démontré, où c'est pas du tout écologique et où c'est du grand n'importe quoi. Donc, va être construit des quais, évidemment, des terre-pleins dans tous ces ports, des chemins d'accès pour adapter les infrastructures, etc., etc. Pardon. Donc, la France, quand même, on est en plein dedans. On a quand même 2800 km de côte. Et la France a décidé de se lancer dans l'éolien en mer depuis quand même 2009. Donc, l'État français souhaite atteindre une puissance de 6 gigawatts en service environ à l'horizon 2040.
Bon, eh ben, on n'est pas sorti d'auberge, donc on continue, quoi. On continue dans les dépenses pharaoniques et non nécessaires, mais ça fait marcher le BTP, ça fait marcher les copains, entre guillemets. Donc là, les copains, c'est l'État profond, c'est-à-dire l'alliance entre le public et le privé. Et au passage, évidemment, beaucoup de technocrates et de haute sphère publique et dans la haute sphère du privé, beaucoup vont s'en mettre plein les poches, comme d'habitude. C'est une honte absolue. Bah, c'est vraiment un signe des temps, un signe de déclin profond, de détérioration de l'esprit public dans ce pays. C'était affligeant, affligeant. Il nous pille. Absolument. Absolument. C'est fou hein, quand même. Hein. Ça n'arrête pas. Moi, je pensais que ça s'était un peu calmé, tu vois, mais pas du tout. Ça ne se calme pas. Dès qu'on oublie un peu les sujets, tout d'un coup, on tombe sur un article, on se dit ah ben non, ça s'est pas calmé, et ça continue de plus belle. C'était quand même waouh, c'est invraisemblable. Donc voilà, ça c'était la rubrique écologie française. Yeah.